Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Eh bien aujourd'hui je vais essayer de faire une petite vidéo avec différentes informations qui seront liées avec ce dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Je vais revenir juste rapidement sur le débat, parce que dans ma dernière vidéo, le débat s'est produit après, ce fameux débat entre Donald Trump et Joe Biden. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? De toute façon, je crois que le débat est à l'image réellement de l'état du pays, même si il y a eu quelques petites trappes, petits pièges qui ont été tendus, plus particulièrement par Trump d'ailleurs, puisque Trump a demandé de se positionner, a demandé à Biden de se positionner par rapport à la fracture hydraulique. Hein, vous savez, c'est cette technique qui permet d'aller chercher le gaz de schiste, le pétrole de schiste ou le pétrole je ne sais plus comment, bitumineux ou un truc comme ça. Et donc de se positionner par rapport aux problèmes environnementaux que ce genre de technologie, de ce genre de technique provoque aujourd'hui. Eh bien il s'est positionné contre, alors que finalement, il faut savoir quand même que l'exploitation du gaz de schiste, du pétrole, de ce type de technologie, de ce type de pratique permis aux États-Unis de gagner en autonomie, de gagner en indépendance énergétique. Alors même si le schiste s'est considérablement effondré, mais évidemment le cours du pétrole s'est effondré, donc nous avons un défaut de demande, donc forcément l'offre étant adaptée, le prix du baril se cassant la figure, donc il y a une logique mathématique par rapport à ça, mais le fait de se prononcer contre la technologie et la technique de la fracture hydraulique, et ben Biden se met à dos quand même un certain nombre d'Américains qui gagnent énormément d'argent grâce à cette exploitation qui s'étend dans un certain nombre d'États, alors plus particulièrement Dakota du Nord, Dakota du Sud, je crois il y a le Texas, il y a l'Utah, il y a je crois qu'il y en a un petit peu dans le Wisconsin, et surtout l'Oklahoma, puisque l'Oklahoma, depuis maintenant une dizaine d'années, subit des tremblements de terre, alors que c'est un État qui n'a absolument aucune activité sismique, mais tout simplement parce que à partir du moment où dans le fracking vous allez chercher profondément les nappes de gaz ou les poches de gaz ou les nappes de pétrole, et bien forcément si quand vous videz, vous faites des trous et que ces trous, vu la pression, au bout d'un moment ça fait comme une grotte si vous voulez. Hein, si vous mettez une grotte sous pression, vous allez consolider la structure. Si vous baissez la pression, au bout d'un moment la structure est affaiblie et il y a des montagnes des morceaux de rochers qui s'effondrent un peu partout et ça provoque des tremblements de terre, des petits tremblements de terre. Hein. On est très loin des 4 ou 5 sur la magnitude sur l'échelle de Richter. Donc, mais voilà, je veux dire, il y a en effet des risques. Alors attention, je précise bien concernant la fracture hydraulique, c'est une technique qui est maîtrisée, qui est sécurisée, mais évidemment, comme beaucoup de choses, c'est le problème des entreprises. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de compagnies, des fois, pour gagner en gain, pour gagner sur des coûts, eh bien, ne respectent pas ces règles, comme par exemple le retraitement des eaux usées. Il y a beaucoup de compagnies qui, en fait, rejettent ça dans des bassins et ne font pas le traitement. Et malheureusement, il y a des trous de bassins et ça glisse dans la terre et ça va dans la nappe phréatique, etc. Donc vous avez aujourd'hui véritablement des... alors il y a des contrôles qui sont faits, vous avez dans certains États, vous avez des services de contrôle, sauf que le problème c'est que ces services de contrôle, quand ils font des rapports, eh bien ces rapports, généralement, ils tombent à l'eau. Et comme les structures fédérales ne peuvent pas intervenir dans les États tant que l'État ou tant qu'un organisme ne fait pas appel à eux pour les aider, eh bien malheureusement, tous les constats qui sont faits de pollution, de conséquences sur la santé publique, sur la technologie, sur la technique de la fracture hydraulique et sur l'exploitation du gaz de schiste, eh bien malheureusement, voilà, c'est donc pour ça que finalement Trump lui a tendu un petit peu un piège, Biden s'est prononcé contre et forcément Biden il vient de se mettre un petit peu à dos un certain nombre de gens qui ont des intérêts, qui ont des billes sur l'exploitation du gaz de schiste. Donc voilà, c'était la petite anecdote concernant ce débat, sinon on n'a rien appris de plus, si ce n'est encore une fois de plus des approximations, des traitements de surface, si bien que finalement
bah, tous les Américains qui sont un tant soit peu intelligents, un tant soit peu cultivés, etc., ben, doivent se dire, mais mon Dieu, on est tombé, comment est-ce qu'on a pu tomber aussi bas à ce niveau? Et concernant alors l'affaire Hunter Biden, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, parce que maintenant on est à un petit peu moins d'une semaine maintenant du premier tour, enfin non, du seul tour unique, pardon, de l'élection présidentielle américaine. Alors, certains disent que peut-être il va se passer des choses intéressantes cette semaine, qu'il va y avoir de nouvelles révélations, etc. Moi, personnellement, je pense que, étant donné qu'aujourd'hui, il y a déjà presque 50 millions d'Américains qui ont déjà voté, s'il y avait véritablement du croustillant dans l'affaire Hunter Biden et qui aurait pu servir d'intérêt de Donald Trump, ils auraient sorti l'affaire avant. Là, maintenant, je pense qu'il est trop tard. Là, on est plutôt dans l'allégation, etc., en disant, mais vous verrez le dossier quand il sortira, après l'élection, vous verrez, etc. Je ne reviendrai pas sur ma théorie dont j'ai expliqué la semaine dernière, parce que pareil, j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Et voilà, advienne que pourra, on verra un petit peu comment la situation va se dérouler. Et à cette fameuse question qu'un de mes amis m'a posée, est-ce que je pense, quel candidat je pense voir remporter l'élection présidentielle? Eh bien, je vais être tout à fait sincère avec vous aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis comme la plupart des analystes sérieux, c'est-à-dire que je n'ai pas de données qui puissent permettre de savoir vers quel côté penche la balance. Moi, je vais simplement vous expliquer une expérience, enfin, vous raconter une petite expérience qui m'est arrivée il y a quelques jours. Il se trouve que Donald Trump a rendu visite à la ville où je me trouve, juste aux États-Unis, en Caroline du Nord. Et dans le même temps, il y avait Kamala Harris qui était à Asheville, qui est une ville de Caroline du Nord, et qui est la ville la plus progressiste de l'État de Caroline du Nord. Et je peux vous garantir, vous sentez bien quand vous allez dans cette ville-là qu'il y a vraiment un élan très progressiste, plutôt très démocrate, très ouvert d'esprit, etc. C'est là que d'ailleurs il y a la plus forte communauté LGBT dans cette ville. Et bien malheureusement, dans son meeting, elle a rassemblé même à peine une dizaine de personnes. Alors c'est quand même, on s'interroge parce que c'est quand même la ville la plus progressiste, qu'il y ait aussi peu de personnes qui se soient déplacées lors de son meeting. Alors, peut-être qu'il y a eu des gens qui sont arrivés un peu plus tard, etc. Au moment où moi j'ai vu l'information, mais je peux vous garantir que dans les alentours, dans la route que le cortège de Donald Trump devait emprunter, eh ben, je peux vous dire qu'il y avait du monde sur le bord de la route. Il y avait du monde. Alors évidemment, du monde majoritairement blanc, majoritairement clairement petite et moyenne, classe laborieuse, retraités, beaucoup de retraités, beaucoup de personnes âgées. Sauf que voilà, aujourd'hui je ne sais pas. Je serais tenté de dire qu'il y a une Amérique profonde, rurale, qui va certainement peut-être se mobiliser parce qu'ils ne veulent pas Biden, parce qu'ils ne veulent pas un président aussi mauvais, aussi incertain que Joe Biden, dans l'état actuel des choses. Alors je serais tenté de dire que Biden va gagner parce que les démocrates de toute façon vont tout faire pour faire gagner Biden, jusque même peut-être frauder, même tricher, etc. Et vous verrez que même s'il y a des États où il y a beaucoup de doutes, il va y avoir une validation de l'élection très très rapide. Mais vous verrez, de toute façon, on en reparlera. Sujet que je n'avais pas abordé, je l'avais plutôt survolé parce que je voulais voir un petit peu comment la situation allait évoluer. Je veux parler du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, vous savez, c'est actuellement l'endroit le plus chaud de la planète. Entre autres places évidemment, mais c'est une guerre qui est en train d'éclore dans ce coin, qui oppose donc l'Azerbaïdjan, qui oppose l'Arménie, et derrière évidemment vous avez des soutiens. Alors d'un côté vous avez la Turquie, de l'autre vous avez la Russie, etc. Et évidemment l'Union européenne veut essayer de temporiser et de calmer le jeu. Sauf que on a déjà eu des petits amis-croches avec la Grèce, et la Grèce vient rentrer dans le conflit, ne rentre pas directement dans le conflit, mais on est en droit de se poser la question si jamais la Grèce, qui a quand même un arriéré, qui a quand même
je dirais, une petite historique quand même avec la Turquie, on est en droit de se poser la question de savoir ce que va faire l'Union européenne si finalement la Grèce commence à être menacée ou risque d'être impliquée dans ce conflit. Alors, je rappelle très rapidement, le 21 octobre 2020, la marine nationale grecque a mobilisé une 60aine de bateaux pour protéger les îles de la mer Égée en cas d'attaque turque. Le président adjoint de la Douma russe, Konstantin Zatoulin, a évoqué un possible débarquement russe contre les djihadistes en Azerbaïdjan. La marine russe a débuté les exercices au large de Bakou depuis le 16 octobre. Le vice-président turc Fuat Oktay a publiquement envisagé une possible intervention militaire de son pays pour défendre les droits de l'Azerbaïdjan. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré à l'issue d'un entretien avec le président arménien en marge de la réunion virtuelle des ministres de la Défense de l'Alliance de l'OTAN que l'OTAN soutenait l'application stricte du cessez-le-feu. L'organisation a mis en avant ses bonnes relations avec les deux parties en conflit. Le vice-président turc Fuat Oktay a souligné que l'OTAN n'interviendrait probablement pas, en cas d'entrée en guerre de la Turquie aux côtés de l'Azerbaïdjan. Et le président arménien, Ahmed Sarkisian, a souligné que l'Azerbaïdjan continuerait à violer le cessez-le-feu tant qu'il se sentirait soutenu par la Turquie. Alors vous voyez, c'est quand même c'est un peu chaud quand même. L'Allemagne a rejeté une demande grecque de cesser ses exportations d'armement vers la Turquie et en cette période de crise, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont poursuivi leurs contacts en huis clos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La situation est tendue. Et elle se tend encore plus quand récemment nous avons Erdogan qui a remonté un petit peu les bretelles à Macron. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Recep Tayyip Erdogan, qui a conseillé à Emmanuel Macron de passer un examen de santé mentale, eh bien, le président français dénonce des propos inacceptables et rappelle son ambassadeur de Ankara pour consultation. C'est ça le problème de l'Union européenne, c'est que si un des pays membres a un problème territorial, souverain, ou même rentre en conflit, avec des conflits contre des pays qui ont eux-mêmes des centres d'intérêt avec d'autres pays de l'Union européenne, pour ne nommer que l'Allemagne et la Turquie, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se faire ? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? C'est-à-dire que si déjà au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'unité entre les pays parce que chaque pays trouve son centre d'intérêt différent dans un conflit tel que celui qui est en train de se dérouler dans le Karabagh, affaire à suivre. Pour revenir sur la situation du Covid-19, eh bien on a appris aujourd'hui que la société Sanofi n'allait plus fournir liège de Marseille, c'est-à-dire que M. Raoult, le professeur Raoult, eh bien on va lui couper les ponts. C'est-à-dire que c'est un peu comme un embargo sur l'accès à l'hydroxychloroquine. Alors ce qui est assez amusant, c'est que sur Internet, sur Twitter, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais de toute façon, Raoult, on s'en fout. Son traitement ne marche pas. En plus de ça, aujourd'hui, quand on voit les morts s'accumulent, quand on voit en Afrique, le taux en Afrique exorbitant, etc. Je vais vous dire tout de suite, en Afrique, ils ont des taux de mortalité qui sont extrêmement faibles par rapport à ce qu'on nous avait annoncé. Vous vous souvenez, au mois de juin, en disant oh, attention, quand le virus va arriver en Afrique, ça va être une catastrophe, ça va être un apocalypse. Et finalement, pas du tout. C'est même pire, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des morts il y a encore des morts d'Ebola, mais il y a surtout des morts de la polio, d'une nouvelle version de la polio, d'une nouvelle souche de la polio. On y reviendra parce que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais les chiffres sont assez faibles finalement pour un continent de plus d'1 milliard d'habitants.
Donc là, le professeur Raoul, bah oui, c'est clair, de toute façon, on a l'intention de couper les ponts sur l'hydroxychloroquine. Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive presque 48 heures après que le Remdesivir ait reçu l'approbation de la FDA, dans la Food and Drug Administration aux États-Unis. Je rappelle que Gilead Sciences a signé un accord pratiquement d'exclusivité sur le marché américain avec la FDA, en attendant de savoir que son Remdesivir soit validé par la FDA. Et bah ça y est, il a été validé. Donc le Remdesivir est aujourd'hui disponible aux États-Unis pour être utilisé en traitement. Donc on peut s'attendre à ce qu'en Europe, ça arrive d'ici la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, je crois qu'il y a une société qui a redéposé une demande auprès de l'organisme de santé européen pour valider alors je ne me souviens plus du nom du médicament, c'est Zikela ou Zikelo, Zikele, je vous mettrai là si je le retrouve, et qui va être validé également par les administrations de santé européennes pour que ce Remdesivir soit utilisé. Donc vous voyez, on commence déjà à glisser le traitement, alors que ce traitement est aujourd'hui un traitement comme la plupart des autres traitements, c'est-à-dire qu'il n'a pas des résultats très satisfaisants. Et pour revenir au traitement, à l'essai clinique Zeneca, ils ont repris les essais, puisqu'ils ont identifié qu'apparemment le décès qui avait été la cause de l'arrêt de l'essai était un décès hors traitement, hors vaccin. C'était en fait un patient qui était traité en placebo. Donc le vaccin en question n'est pas impliqué dans ce décès. Donc l'essai clinique a été relancé. Et puis évidemment, Covid, bah, c'est aujourd'hui les couvre-feux. Donc aujourd'hui, je crois, on est à 48 millions, 46 millions de Français soumis à un couvre-feu. Bon, la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, ça va être tous les départements. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de décréter un couvre-feu national, ils y sont allés progressivement en s'accompagnant de certains chiffres, etc. Je ne vais pas ressortir les chiffres sur les taux de contamination, sur les contaminés asymptomatiques, sur le nombre de décès, d'hospitalisations, d'entrées en réanimation, etc. Parce que de toute façon, il y aura toujours des gens pour dire le contraire, pour ne pas comprendre que finalement, comme on le dit tous, c'est que si le Covid-19 est un virus dangereux pour des gens qui ont des pathologies fragiles, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est assez démentiel. Il faut savoir qu'au Canada, ils commencent déjà à parler de mettre en place des camps d'internement pour les gens qui ne voudraient pas respecter les consignes sanitaires. Nous avons également des manifestations qui ont lieu un petit peu partout. Vous avez par exemple en Serbie, contre le reconfinement, il y a eu des manifestations avec des nuits d'émeutes à Belgrade. On a eu des manifestations également au Canada, on a eu des manifestations en Grande-Bretagne aussi. Donc voilà, ça commence peut-être un petit peu à bouger, surtout en Allemagne aussi. Mais tout ça, évidemment, médiatiquement, est un petit peu, on va dire, manipulé, etc. Même si dans certains organismes de presse, il commence à y avoir des paroles qui se libèrent, mais derrière on sent aussi que la pression, la sanction, la punition commence à s'exprimer de plus en plus. Comme je vous l'ai dit sur Facebook, ne mettez plus d'articles qui contredisent les versions officielles, qui contredisent le Remdesivir, qui contredisent Gilead Sciences, etc. Facebook supprima vos posts. Même les professeurs qu'on voit régulièrement à la télévision, là vous avez vu, Perron a été viré, là j'attends de voir ce qui va se passer avec Toussaint, parce que à mon avis Toussaint aussi va subir les foudres de ceux qui aujourd'hui défendent les intérêts des labos à vouloir vendre leurs produits. Donc là on s'oriente vers quelque chose qui sort du domaine de la sécurité sanitaire pour reprendre la main et instaurer quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, à mon avis, cache autre chose. Il y a autre chose derrière. Ou alors il y a un opportunisme de la situation pour essayer d'installer des décrets, installer des lois. Je rappelle, l'urgence sanitaire a été renouvelée jusque début avril, je crois, en France. Vous avez même certains qui commencent à parler de modifier la Constitution. Alors attention,
attention, quand on dit modifier la Constitution, normalement, une modification de Constitution, quand elle est importante, pas substantielle, mais quand elle est importante, normalement, le peuple devrait être consulté. Mais je peux vous garantir que vous ne serez pas consulté si demain il décide de modifier la Constitution pour pouvoir glisser une loi, une loi de type Avia, par exemple, pour vous retirer vos droits fondamentaux, vos libertés fondamentales, parce que vous êtes des réfractaires, parce que vous ne portez pas le masque, parce que vous ne respectez pas les règles sanitaires, parce que vous ne vous soumettez pas aux ordres du gouvernement, parce que tout simplement vous êtes aujourd'hui des petits esclaves qu'on veut soumettre à l'ordre mondial. Donc voilà, on n'a pas fini d'en entendre parler, sauf que malheureusement pour eux, va y avoir des conséquences économiques parce que, évidemment, les bars, les restaurants, tous les milieux du divertissement et même, je dirais, l'activité économique globale, il va y avoir des ralentissements une nouvelle fois, déjà qu'on n'a pas encore vraiment le bilan définitif. On l'aura certainement l'année prochaine, mais pour l'instant, les premiers bilans sont pas du tout, sont catastrophiques sur le plan économique. Donc voilà, la pandémie, ça suit son cours, avec des lois liberticides. Et ce qui est assez amusant, c'est que finalement, avec en plus les problèmes de l'islam aujourd'hui en France, beaucoup de gens font la comparaison qu'on met beaucoup de moyens pour réprimander le Gaulois réfractaire qui ne veut pas porter de masque. Mais en revanche, on n'améliore pas la situation contre la délinquance, contre les violences, contre la brutalité, et voire même contre l'islam radical. Donc, affaire à suivre également. Et enfin, je vais terminer avec une information, pareil, qu'il va falloir suivre dans les mois à venir. Une plainte contre Google pour monopole commercial a été acceptée par la justice américaine. En revanche, le temps que l'affaire aboutisse, il y a des chances qu'on attende plusieurs années avant d'avoir une sentence. D'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait avec les GAFA de façon plus globale ? De façon plus globale aujourd'hui, et ça vaut pas seulement du côté des républicains, mais aussi des démocrates, vous avez une frange des démocrates qui aujourd'hui s'inquiètent. Ils s'inquiètent justement de l'ampleur, de l'hégémonie, de la puissance de communication des GAFA, tant sur le plan commercial que sur le plan d'échange d'informations, et plus particulièrement dans le collimateur Facebook. Et maintenant Google. Alors Facebook, Zuckerberg, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, Zuckerberg a toujours été dans le collimateur parce que beaucoup de démocrates le tiennent pour responsable en partie de l'échec de Hillary Clinton en 2016. Or, cette année, ils lui ont mis un petit peu la pression pour être un peu plus attentif sur les contenus qui circulent sur son réseau social. Et le problème, c'est que, comme on est aux États-Unis, les États-Unis, c'est le pays des excès, c'est-à-dire qu'on va dans un excès comme dans un autre, il n'y a pas de juste milieu. Malheureusement, c'est de la censure bien ciblée, de la censure concernant des posts ou des gens qui font la promotion de Donald Trump. C'est de la censure contre tout ce qui va à l'encontre des versions officielles concernant la pandémie, concernant le Covid, concernant les vaccins. Sauf que le problème, c'est que quand même dans la frange démocrate, il y a des politiciens, des gens qui s'inquiètent de l'importance que prend Facebook, de l'influence qu'a aujourd'hui Facebook, et plus ou moins les gens qui utilisent Facebook pour faire de l'influence, évidemment, que ce soit idéologique, politique, surtout commerciale. Les pépettes, c'est quand même important. Et donc Zuckerberg est un petit peu sur le feu, parce que les démocrates de la Chambre des représentants veulent constituer une commission pour mettre Zuckerberg devant ses contradictions et peut-être engager auprès de la justice américaine un processus qui, pour l'instant, on ne sait pas trop sur quoi ça pourrait mener. Et Google, lui aussi, est dans le collimateur. Et là, vous avez une plainte qui a été déposée. Et alors, le problème, c'est que c'est une enquête qui va durer beaucoup d'années. Souvenez-vous, ça a été le même problème avec Microsoft. Microsoft, je crois que la plainte avait été déposée en 94 ou 95, le jugement et le procès ont rendu, je crois, en 2000, alors je ne sais plus si c'est 2003 ou 2013,
Je crois que, mais si je retrouve, je vous mets les dates ici. Donc vous voyez, c'est très très long, mais parce que les enjeux aussi sont énormes. Et le problème de Google, je rappelle, Google c'est Alphabet, puisque Google a anticipé justement sa situation de grossir en tant qu'entreprise. Donc ils ont eux de même créé une entité principale qui s'appelle Alphabet. Dont appartient maintenant Google, et puis un certain nombre de filiales, mais qui ont tout un lien, évidemment, lié aux technologies Internet et d'informatique, et bien évidemment au transfert, aux collectes de données, etc. Et ce que l'on reproche, tout moins ce que l'institution américaine reproche à Google, tout simplement, c'est de faire de la préférence, c'est-à-dire de ne pas avoir d'équité, de ne pas avoir d'objectivité dans la façon de mettre en avant un certain nombre d'adresses, un certain nombre de sites, un certain nombre de choix, de produits, de magasins, d'enseignes, au détriment d'autres activités à la fois commerciales, idéologiques, politiques, informatiques, d'enseignement, etc. C'est-à-dire que finalement, Google, plus vous êtes riche, plus vous avez des chances d'être référencé en priorité, c'est-à-dire référencé en top, ce qui fait que quand vous faites des recherches, vous pouvez avoir des sites qui vont vous apporter des réponses à vos questions, sauf que ces sites-là, vous ne les atteindrez jamais parce que c'est des sites qui sont dans les 200 ou 300 pages au fond du casier, comme on dirait, et évidemment, en priorité, on vous met les sites qui ont les moyens de se mettre en avant. Et ça, c'est une activité commerciale qui est reprochée à Google, puisque Google, aujourd'hui, il a quasiment le monopole sur la mise en avant, sur le référencement, sur le listage, sur les moteurs de recherche, et donc, de ce fait, ça inquiète, évidemment, certains politiciens américains qui voient là un danger hégémonique, on va dire, pour un certain nombre d'enseignes, pour un certain nombre de marques qui ont les moyens de se payer finalement les bons offices de Google au détriment de tous les autres. Tous les autres qui sont des acteurs économiques parfois, mais des acteurs économiques qui, parce qu'il n'y a pas de visibilité pour eux sur les moteurs de recherche, n'arrivent pas à se développer. Alors que l'intérêt d'un politicien, c'est que tout le monde puisse y trouver son compte, tout le monde puisse se trouver une visibilité, se trouver des outils de promotion pour pouvoir faire tourner leurs économies, ce que actuellement on reproche plus ou moins à Google. Donc il va y avoir certainement une activité judiciaire concernant Google. Mais plus globalement aujourd'hui, il y a aussi bien dans le camp des démocrates que dans le camp des républicains des inquiétudes justement sur cette politique, cette situation hégémonique des GAFA. Tout simplement parce que ce sont des entreprises qui engendrent aujourd'hui des milliards et des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce sont des entreprises qui sont devenues tellement énormes qu'aujourd'hui, elles peuvent être influentes sur la démocratie américaine. C'est déjà plus ou moins le cas, disons-le carrément. Et ça, malheureusement, vous avez aujourd'hui certains politiciens un peu plus intègres dans le paysage politique américain qui s'en inquiètent et qui voudraient aujourd'hui remettre un petit peu les choses au clair, remettre les choses au pas contre cette hégémonie, on va dire, à la fois de Google, de Apple, de Amazon, de Facebook, même on peut rajouter aussi Twitter, Instagram dans le lot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit bien en France, aujourd'hui Amazon va devenir un véritable problème pour le commerce de proximité, pour le commerce artisanal, du fait que malheureusement Amazon aujourd'hui va étendre véritablement son éventail d'offres sur la clientèle française au détriment du commerce traditionnel. Et c'est encore plus vrai quand on sait que beaucoup d'entreprises fonctionnent avec Amazon à l'échelle internationale, c'est-à-dire que là où vous avez des produits que vous pouvez trouver en France, des produits parfois fabriqués en France, je prends juste un petit exemple pour bien vous montrer la chose, c'est que, par exemple, si vous voulez acheter un drapeau français, vous pouvez le trouver en France, parce qu'il y a des entreprises qui fabriquent le drapeau français. Sauf que ce drapeau français, vous allez avoir un drapeau de qualité, avec une texture résistante, avec une impression de qualité, etc. Mais vous allez devoir payer le prix. C'est-à-dire vous allez payer votre drapeau, 20, 25 euros, 30 euros, voire peut-être plus cher si vous voulez vraiment du haut de gamme.
Eh bien Amazon aujourd'hui vous permet d'avoir des drapeaux français à 5 $, 6 $, mais évidemment fabriqués en Chine. Vous voyez, c'est le problème du mondialisme, hein, et c'est le problème de la mondialisation du marché. Donc cet exemple-là, il existe déjà. Hein, aux États-Unis, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez 90% des drapeaux que les Américains achètent sont des drapeaux fabriqués en Chine. Mais parce que c'est des drapeaux qu'ils achètent 10 ou 15 $. Sauf que le drapeau de qualité, fabriqué dans le pays, voilà, l'activité économique est complètement perturbée. Et ça, si vous l'appliquez à l'ensemble de produits qui sont des produits pourtant du terroir, des produits traditionnels, des produits spécifiques à la culture française, malheureusement, alors il y a encore un certain protectionnisme hein, qui existe au-delà de l'activité de l'Union européenne, mais ça évidemment c'est des secteurs qui vont être cassés. Je rappelle que les Américains, depuis maintenant plusieurs années, essayent de casser le label Château sur les produits vinicoles pour pouvoir l'utiliser sur leur vin. Hein. Vous avez aux États-Unis, vous avez des chardonnays, vous avez des vins qui sont issus de certaines souches de vins français, mais ils ne peuvent pas mettre le nom Château dessus parce que le nom Château est protégé. Et donc ça, par exemple, ils veulent le casser. Donc voilà, là je me suis j'ai un peu dévié sur Amazon, sur le danger d'Amazon, et c'est vrai que malheureusement Amazon a cet intérêt de pouvoir trouver des produits que vous n'arrivez plus à trouver dans les commerces, sauf qu'il y a un moment donné où il va falloir se poser les questions, est-ce qu'il ne faut pas réinventer le commerce de proximité, réinventer ou peut-être essayer de protéger certaines activités commerciales, certaines activités de production, certaines activités de manufacture en France, et interdire peut-être même Facebook de vendre ses produits uniquement, ou alors de vendre uniquement les produits fabriqués en France. Mais là, évidemment, on n'est plus dans la politique mondialiste de l'Union européenne, hein, le libre-échange des marchandises, etc. Donc malheureusement, ça ne pourra jamais fonctionner, au contraire, ça risque d'empirer. Donc voilà, il y a quand même des actions qui sont faites aujourd'hui contre les GAFA, parce que certains considèrent que les GAFA prennent beaucoup trop d'importance, deviennent beaucoup trop puissants. Pour terminer, je voudrais juste vous donner un outil de comparaison, c'est qu'aujourd'hui, un monsieur comme Jeff Bezos, par exemple, eh bien, aujourd'hui, avec le capital qu'il possède, il pourrait s'acheter pratiquement un ou deux pays africains. Parce qu'il a aujourd'hui une valeur qui équivaut à 2 ou 3 ou 4 fois le PIB d'un certain nombre de pays africains. Donc ces gens-là, les gens comme Zuckerberg, les Bezos, et puis je me souviens plus de son nom, de l'autre là, enfin bref, tous les patrons d'Apple, etc., eh bien aujourd'hui ont une valeur en bourse qui fait qu'ils ont aujourd'hui un patrimoine qui leur permettrait d'acheter un pays. Donc vous imaginez si demain les GAFA, tous les GAFA se mettaient ensemble, ils arriveraient peut-être à avoir un PIB équivalent à celui des États-Unis. Bon, ils en sont très loin pour l'instant, mais on peut imaginer à l'avenir, si on ne fait rien, si on ne met pas à un moment donné des limites, qui pourraient se le permettre. Bon là j'extrapole, on est un petit peu dans l'utopisme concernant les États-Unis, mais pourrait très bien se permettre d'acquérir un autre pays, par exemple. Donc là ça pose un problème. Problème éthique, problème de souveraineté, d'intégrité. Donc voilà, le procès va avoir lieu, mais d'ici là qu'on ait des nouvelles, qu'on ait un jugement, etc., il va peut-être s'écouler 10 ans. Donc, où sera-t-on dans 10 ans? On n'en sait rien. Donc voilà, quelques petites informations pour faire cette petite vidéo. D'ici là, protégez-vous. Bon courage pour les Français. Et puis, portez-vous bien.